17 février 2021, il est 8h. Bienvenue à ce nouveau numéro de Tribunal de l'actualité. Merci de nous recevoir à travers les deux médias leaders, Truth TV et Watt FM. Nous sommes également accessibles sur les plateformes YouTube et Facebook. Je suis Adam Scalet Ouedraogo. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Bienvenue aussi au juge au siège Bernard Bougma Geoffroy Vaha. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, madame, messieurs. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Alors, deux sujets ont été retenus ce matin pour cette convocation. Vous le savez, le G5 Sahel a bouclé hier un sommet de 48 heures en N'Djamena, durant lequel il a été décidé de maintenir l'opération Barkhane dans le Sahel. Retirer l'effectif des soldats français au Sahel sera une erreur. C'est la conviction du président français Emmanuel Macron. Une décision qui sonne comme une volte-face. Sujet enrôlé à cette convocation. Nous allons également parler des conséquences de cette crise sécuritaire au Burkina Faso. On dénombre plus d'1 million de personnes déplacées internes selon les chiffres du CONASUR, le Conseil national de sécurité d'urgence et de réhabilitation. Le rapport précise également que le Burkina Faso a enregistré plus de 22 000 personnes déplacées internes en un mois. Voici les sujets que nous avons retenus pour cette convocation. Mais avant, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Et pour cette partie, nous allons donner la parole au juge Bougma. Qu'est-ce qui a retenu votre attention ce matin? Bon, c'est la présidentielle au Bénin avec Patrice Talon qui va affronter deux adversaires. Finalement, Talon va briguer un deuxième mandat. Lui qui avait crié sur tous les toits qu'il ne fera qu'un seul mandat, il se retrouve en train de faire effectivement ce deuxième mandat-là. Donc le pouvoir, c'est tout autre chose. En seconde dit avant de venir, et puis bon, la réalité du pouvoir, réellement, c'est une autre chose. Donc monsieur va affronter deux personnes, et puis les grands noms également de l'exil, de l'opposition sont en exil. Donc lui aussi, il fait vivre à certains ce qu'il avait vécu sous Boni Yayi, c'est-à-dire vous voyez le Bénin, mais vous ne pouvez pas y accéder compte tenu de ce qu'il y a. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est arrivé en 2016 et qui avait cristallisé toutes les attentions du fait qu'il avait un parcours atypique, pas le politicien chevronné qu'on a l'habitude de voir, qui est passé par telle expérience politique, par tel poste, mais un homme d'affaires à succès qui a su s'imposer dans l'univers des affaires, dans le domaine du business, qui a su effectivement, et qui était également faiseur de président. Quand on sait qu'une bonne partie également de son patrimoine est allé soutenir la candidature de certains qui ont été élus. Boni Yayi d'ailleurs fait partie de certains de ces hommes politiques qui avaient aussi bénéficié du soutien de ce monsieur. Donc la suite, on la connaît. Donc aujourd'hui, c'est Patrice Talon qui revient également et qui est président. Et donc le Bénin aussi a cette force-là d'avoir des hommes d'affaires. Voilà. Donc, parce qu'il y a eu Patrice Talon, homme d'affaires. Il y a eu son challenger que Boni Yayi avait fait revenir de la France pour pouvoir Zinsou, qui n'a pas pu tenir face à Talon. Mais il y a aussi Ajavon qui est aussi très riche et qui avait également mis suffisamment d'argent pour la réélection de Talon. Donc aujourd'hui, l'élection parce qu'il y a eu un second tour, donc aujourd'hui les choses changent et puis bon, voilà ce qui est donné de voir. Donc on attend comment est-ce que les choses vont se dérouler, c'est d'ici là cette présidentielle, et puis bon, on a l'impression également que c'est un match qui a gagné d'avance compte tenu de ce qu'on a et du fait que surtout ce qu'on appelle les adversaires coriaces, parce qu'en politique souvent il n'y a pas d'adversaire coriace, souvent c'est de l'impression qu'on a, et le Burkina en est une illustration. Donc ce qu'on souhaite, c'est que tout se passe bien pour le Béninois, parce que l'important c'est que le quotidien du Béninois soit très bien assuré, et c'est ça l'essentiel. Merci juge Bougma. Geoffroy Vaha. Oui, merci Président. Mon avant-propos va concerner la sortie du balai citoyen qui a partagé son sentiment et son avis sur la dynamique de réconciliation nationale, parce qu'on sait que la question semble chère au cœur du Président, avec le ministère plein qu'il y a dédié et l'action qu'on est en train de regarder de son ministre Zéphirin Diabré, dans lequel on tente de lier dans tous les cas. Et il y a la sortie du balai citoyen qui est une sortie très intéressante, qui fait remarquer au passage que dans la
série de rencontres que le nouveau ministre a bien institué, et bien nullement le ballet citoyen n'a encore été associé ni rencontré, je veux dire. Bon, peut-être que c'est quelque chose qui se fera, voilà. Bon, mais c'est surprenant aussi quand on sait ce que pèse ce mouvement-là, dans des antagonismes à un moment donné, le poids qu'il a apporté et l'impact aussi qu'il a apporté, c'est quand même un peu surprenant, ça c'est clair. Maintenant il y a la position du ballet citoyen qui voit en la question de la réconciliation nationale un genre de prime voulu à comment dire cela, je dis à la non-fixation des responsabilités ou à la fuite des responsabilités ou à des arrangements politiques. Il y a des termes, par exemple, qui sont sortis, parler de comédie institutionnelle ou de faux débats, parlant de cette question de réconciliation. On sent le mouvement qui veut être très clair sur un point. Quelles que soient les dynamiques dans lesquelles on veut entrer, il ne faudrait pas qu'on oublie un point essentiel, c'est la justice. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup qui parlent de formes de justice, c'est-à-dire celle classique qu'on connaît, celle transitionnelle, il y a beaucoup de propositions qui sont faites, mais le ballet citoyen tient mordicus à une justice traditionnelle comme on connaît, où des gens viennent, ils répondent de leurs actes, en tout cas, ils viennent répondre devant la justice pour ceux pourquoi ils sont accusés, crimes économiques, crimes de sang et autres, et que la justice dise que le droit soit dit sur les faits qui leur sont reprochés, et puis après on verra autre chose, on verra ce qu'il faut faire. Et je rappelle un genre de c'est boutade, je dirais comme ça, ou une figure de style ou un parallèle fait par Smokey qui dit, dans ce cas de figure, autant ouvrir la Mako, tous les petits voleurs de poulets et autres, on les laisse sortir puisqu'ils n'ont pas fait pire que ceux qu'on veut peut-être par perte et profit ou par quelques acrobaties, voire impunis. Donc pour eux, il faut vraiment que chacun réponde de ses actes. C'est intéressant pour moi l'avis que partage le ballet citoyen. Il y a beaucoup de Burkinabés qui se posent la question aussi de savoir c'est qui on veut réconcilier avec qui. Et puis la dynamique de réconciliation, c'est quelle stratégie on veut, qu'est-ce qu'on met vraiment dedans. Je pense que ça fait que les uns et les autres sont vraiment, ils sont préoccupés, mais ils sont intéressés aussi de voir quel est le contenu qu'on met dans cette réconciliation. C'est là où on attend de lire vraiment le ministre aujourd'hui. Et il comprendra aussi que sur la place, et donc concernant les Burkinabés, il y a un avis très tranché. Il y a un camp qui pense que bon, écoutez, on s'est trop fait de mal, à un moment donné, il faut apaiser, il faut oublier, mais il y en a qui disent oui, mais il faut oublier, mais ça, on n'oublie pas comme ça. Même là où il y a eu des formes de justice autres que classiques qui ont été trouvées, les bourreaux sont venus devant tout le monde reconnaître ce qu'ils ont fait. Au moins ça, ils ont même relaté ce qui s'est passé. Et c'est après que la question du pardon est venue. Peut-on pardonner à quelqu'un qui ne reconnaît pas, ou bien peut-on pardonner lorsqu'on ne sait pas ce qui s'est passé? Ça, c'est une question qui pour moi est essentielle. Maintenant, quand le ballet dit par exemple que c'est un faux débat, ou bien que c'est une comédie institutionnelle, bon, le caractère comédie institutionnelle, ça peut l'être si d'aventure le contenu qui est mis n'est rien d'autre que du saupoudrage pour pouvoir sauver certaines personnes. Mais ce n'est pas un faux débat. C'est un vrai débat aujourd'hui. Je pense que ce qui s'est passé à Yirgou nous interpelle, par exemple. Ça nous montre que quelquefois les Burkinabés entre eux sont arrivés à dépasser certaines lignes. On dira qu'il y a beaucoup d'explications à donner, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, et peut-être qu'il y a un État qui ne s'assume pas, il y a ceci, il y a cela, mais il y a un fait. C'est que des communautés se rentrent là-dedans et il y a des morts. Ça, c'est des choses que nous remarquons. Ce n'est pas que entre acteurs politiques ou politiques. Il y a des fractures au niveau social qui mérite qu'on se penche là-dessus. Non de façon folklorique, mais comme un médecin diagnostique un mal et puis tente d'y apporter un remède. C'est pas de placebo. Le mal, il est là. Ça, il n'y a pas de doute à se faire. Mais il ne faudrait pas qu'on ait un faux médecin pour une vraie maladie, parce qu'il y a une vraie maladie. Il ne faudrait pas qu'on ait un faux remède juste pour faire genre effet placebo, c'est dire que bon, écoutez, ça va passer. Non, il y a un vrai mal. Donc pour moi, c'est pas un faux débat, mais c'est bon de dire que faites attention, la réconciliation, oui, pardonner, oui, mais avant, sachons ce qui s'est passé, qui a fait quoi. Et ça, pour moi, c'est incontournable.
D'accord. Merci pour ces clés de lecture. Merci également à Bernard Bouma qui nous a amené vers l'actualité béninoise. En tout cas, nous allons suivre de très près ces différentes actualités. À présent, nous allons ouvrir, je dirais, le grand dossier de ce qu'on a retenu comme sujet pour cette convocation. Alors, le premier porte sur les conclusions du sommet du G5 Sahel tenu à N'Djamena au Tchad. On retient que le passage de témoins annoncé entre les troupes françaises et les forces militaires du membre du G5 Sahel n'a finalement pas eu lieu. Emmanuel Macron annonce d'ailleurs le prolongement de la présence française au Sahel. Rétropédalage qui s'explique selon vous, Geoffroy Bahar? Oh bon, rétropédalage, oui, peut-être lorsqu'on voit un peu la communication au sein même de ce qu'il y a comme figure de proue française, j'ai dit président, premier ministre et tout, on a entendu des propos en début d'année qui sont peut-être un peu contradictoires avec ce qu'on a aujourd'hui du président français, qui auguraient de ce qu'il y ait en tout cas moins de présence française en termes de troupes. Mais là, on a l'impression qu'il y a une question de maintien et puis il y aura de façon plus accrue des opérations. Donc, pour moi, c'est une opération, c'est une présence plus accrue. Ça contraste avec les postures lors d'un débat houleux en France sur la question de la présence française ici et son intérêt. Étant entendu qu'il y avait, pour ne pas rappeler les propos d'hier, beaucoup d'Africains se posaient la question de savoir, mais vous êtes vraiment ici, est-ce que c'est pour nous? Parce que quand vous regardez aussi leurs opérations et puis leur positionnement, vous conviendrez qu'il y va aussi d'abord d'intérêt français à garder. Donc, il y a le débat fort qui se faisait en France. Je pense que ça a obligé aussi, à un moment donné, le politique à faire profil bas. Et puis aujourd'hui, peut-être parce que les uns et les autres sont passés à autre chose, on revient un peu et on change un peu la donne. Donc, pour moi, c'est pas forcément une surprise, mais au moins, il y a comme un positionnement qui est contradictoire. Mais pour moi, pour le politique, c'est pas une surprise. Je ne voyais pas en tout cas une France moins présente dans notre zone, parce que aujourd'hui les profondeurs de cette présence-là, ils ont haussé le ton, ils ont rué dans les brancards. On sent que la France ne va jamais vouloir bouger d'un iota et elle voudra toujours garder son leadership sur cette force G5, sur ce positionnement G5 Sahel là. C'est le leader notamment de ce G5 Sahel. On va dire ce qu'on veut, mais on parle de passage, de témoins et tout, mais à la vérité, il y a une France qui continue de jouer son rôle proéminent, primordial et prioritaire, il est toujours calé. D'accord. Alors, on l'avait dit, c'était l'un des enjeux de ce sommet de N'Djamena. Finalement, la France reste sur le terrain, mais comme Geoffroy l'a dit, on a comme une divergence dans le discours politique et puis les déclarations qui sont celles du militaire, notamment quand on regarde ce qui avait été annoncé par le président Emmanuel Macron et la ministre des Armées, Florent Parly. Finalement, on a du mal à se situer. Bernard Bouma. Oui, en tout cas, Macron contredit la ministre des Armées, donc c'est entre eux là-bas. Elle a laissé percevoir cette possibilité. Macron lui dit non, mais Macron ajoute d'ailleurs que la mobilisation internationale n'a jamais été puissante dans le cas du Mali. Je recherche d'ailleurs la phrase exactement où il a dit, parce que il dit la mobilisation internationale, je cite, la mobilisation internationale en faveur du Sahel n'a au fond jamais été aussi puissante. Donc ça dit que ça n'a jamais été au fond puissante. C'est-à-dire ici, si la France se retire, il rentre dans une logique d'élargissement du cercle. Alors là, ça veut dire que c'est toutes les puissances internationales, donc parlant de l'Europe aussi, qui va s'y engager. Il n'y a pas que l'Europe seule, il y a les États-Unis d'Amérique. Avec Trump, la façon de gérer avait changé. C'est vrai qu'il y a une présence militaire américaine, mais Trump, par rapport au financement du G5 Sahel, avait dit non, il ne va pas donner de l'argent aux bureaucrates, mais il allait donner de l'argent directement aux États, et c'est ce qu'il a fait. Donc plutôt que de donner de l'argent au G5 Sahel, qui va peut-être rester dans le fonctionnement administratif ou je ne sais pas moi, Trump a préféré le faire directement avec les États. Donc il a un partenariat il a des partenariats avec chaque État des membres du G5 Sahel qui donne directement les moyens, de l'argent,
de l'appui militaire, de la formation, oui, mais pas à l'entité G5 Sahel. Alors, est-ce que l'Europe seule peut s'engager dans cette opération d'envergure sans aussi le mot des États-Unis d'Amérique, quand on sait qu'il y a l'OTAN qui est là? Donc, est-ce que ces choses-là ont été réglées avec le nouveau pouvoir américain avant ce sommet-là? Et si ces éléments ne sont pas réglés, ce serait hasardeux pour la France de dire qu'elle se retire et elle confie tout l'appareil à l'Europe. Donc je pense que sur le plan stratégique, il y a eu quand même de la réflexion en profondeur pour dire mais attention, nous ne sommes pas seuls. Il y a plusieurs autres États non européens ou pas qui également peuvent. Et voilà. Donc si vous dites que vous confiez à l'entité Europe comme ça, qui va être le lead? L'OTAN, ou bien c'est une autre organisation qui va être mise en place pour chose, ou bien c'est une coalition seulement des États européens. Maintenant, dans quelle contribution? Vous les regroupez sous quoi? Sous l'ONU, sous l'égide de l'ONU, sous l'égide de l'UA? Donc je pense qu'il y a ces questions organisationnelles là que je ne voyais pas venir quand l'annonce a été faite, et j'attendais de voir comment est-ce que cette délégation, pour ne pas dire ce retrait de la France au profit de l'Europe ou de cette mobilisation internationale, comment est-ce que ça allait, opération sur terrain, comment est-ce que ça allait effectivement se dérouler. J'attendais de voir. Donc je pense personnellement que ça doit être pour cette raison que Macron n'est pas allé effectivement dans ce sens. Mais il dit également que ça va être un paradoxe. Parce que il dit il serait paradoxal d'affaiblir notre dispositif au moment où nous disposons d'un alignement politique et militaire favorable à la réalisation de nos objectifs. Il dit, ce serait paradoxal, parce que selon lui, ils sont en train d'avoir de bons points. Et il a même dépeint, il dit qu'ils sont en train d'avoir du résultat. Il y a des poches de résistance, certes, mais ils sont en train d'avoir du résultat. Et les armées nationales sont en train de se revigorer. La zone des 3 frontières est plus ou moins en train d'être maîtrisée. Et en ce moment-là, si vous faites un retrait, vous affaiblissez le dispositif. Il le dit. Il dit, au moment où il bénéficie également d'un alignement politique et militaire. Effectivement, sur le plan politique et militaire, il y avait des divergences par rapport à comment est-ce que les opérations devaient être menées. On a vu les différentes passes d'armes qui s'étaient passées entre certains ministres de la zone G5 Sahel et la France, et notre ministre de la Défense, Chérif Sy, n'avait pas été tendre vis-à-vis de la France dans un média sud-africain par rapport à tout ce qui s'est passé. Et quand il y a eu le raid où il y a eu plus de 80 terroristes qui avaient été tués par l'armée burkinabé, on a vu également le bimensuel, comme on appelle ça, l'événement, qui a fait ressortir que les appareils français étaient là mais ils n'ont pas tiré. Ils ont verrouillé la cible mais ils n'ont pas tiré. Il y a eu un appui aérien, mais bon, il n'y a pas eu de tir en tant que tel. Et après, une note qui dit la France a participé aux opérations. Oui, vous avez participé aux opérations, mais vous n'avez pas tiré sur les forces ennemies. Vous avez refusé de tirer sur les forces ennemies. C'est ce qu'avait révélé le bimensuel l'événement. Donc, il y avait effectivement ces crises internes. Et après, c'est cette note également du Burkina qui menace d'abattre maintenant tout aéronef qui va survoler nos positions sans crier gare. Donc effectivement, sur le plan politique et sur le plan militaire, il y avait des crises, il y avait de la crise de confiance. Et il y avait des méfiances vis-à-vis de l'un ou de l'autre camp. À Bamako, à Niamey, comme à Ouagadougou, on a vu ces manifestations. Donc, et quand il fallait préparer Pau, on a vu également la contribution de cette opinion, des leaders d'opinion, de la vidéo devenue virale de l'artiste malien Salif Keïta, qui avait fait le tour du monde. Donc la réalité, elle était là. Donc sur le plan politique et sur le plan militaire, il y avait de la méfiance, il y avait un problème de confiance entre les acteurs. Mais maintenant, Macron dit aujourd'hui, cet alignement politique et militaire, ils l'ont réussi. Ils ont réussi à avoir du résultat. Et ça va être paradoxal s'ils affaiblissent le dispositif à ce moment-là. Donc c'est mieux de continuer selon lui. Et voilà. Maintenant, effectivement, on continue comment? Sur les questions de négociation. Au moment où on fait la guerre, on fait la négociation, ou bien c'est quand tout le monde sera fatigué qu'il faut négocier, ou bien il ne faut pas du tout négocier. Ces questions également n'ont pas été occultées à Pau. Mais je pense que le retrait de la France
comment on appelle ça, pour d'autres forces, je ne crois pas que les uns et les autres soient prêts dans le dispositif. Et d'ailleurs, pour terminer, il dit aussi qu'il compte conforter, comment on appelle ça, une décision forte et courageuse qui viendra conforter la force G5 Sahel. Maintenant, il dit qu'il y a des évolutions sans doute significatives seront apportées à notre dispositif militaire au Sahel en temps voulu, mais elles n'interviendront pas dans l'immédiat. Bon, là aussi, donc il y a quelque chose de significatif que je vais faire, mais ce n'est pas maintenant, il faut attendre. Maintenant, pourquoi? Qu'est-ce que ça implique? De nouvelles forces? Je ne sais pas. Donc, la réalité aussi, ce sont ces non-dits-là. Mais en même temps, Macron nous dit, c'est nous qui menons la danse. C'est nous qui décidons de quand on envoie, quand on retire, et puis. Donc, la réalité aussi, il y a 5 pays qui doivent également se mettre en tête que les questions de souveraineté, c'est un travail de fond. Ce n'est pas en pleine crise qu'il faut se lever maintenant, se réveiller dans un lourd sommeil et se rendre compte qu'on est souverain, on est souverain. La souveraineté, c'est un travail de longue haleine. Là, le jour, et les uns et les autres s'en prennent à vous, ils vont savoir que vous êtes un État souverain. Alors, au sortir de ce sommet de N'Djamena, on a vu que presque tous les chefs d'État des pays membres du G5 Sahel ont applaudi cette décision de la France de se maintenir sur le terrain. On a comme l'impression qu'il y a eu un plaidoyer à ce niveau-là pour que la France reste, parce que la grande question, qu'est-ce qu'on fait ou qui occupe le terrain après le départ des troupes françaises? Oui, plaidoyer, oui, sûrement. Et ça parce que la plupart de nos chefs d'État ne sont pas parvenus à apporter des réponses fortes de façon domestique déjà, donc à travers les hommes et les moyens pour leurs armées à contrer le terrorisme. Et puis, il a eu l'incapacité aussi de pouvoir montrer de façon fédérée qu'on peut repousser cet ennemi-là. Donc, à un moment donné, vous demandez à celui qui vous sauve de rester un peu plus longtemps. Ça, c'est parce que vous faites le constat amer de votre incapacité factuelle, c'est-à-dire celle d'aujourd'hui. Peut-être que de façon plus structurée demain, il y aura une réponse qui sera plus intéressante et puis vous pourrez entrevoir les choses autrement. Mais en même temps, je ne sais pas, mais vous êtes en train de... Vous négociez quelqu'un qui est déjà convaincu qu'il faut rester, mais seulement qui est un peu mal à l'aise avec l'opinion dans son pays. Parce que n'oublions pas, quand Parly passait devant même les chaînes de télévision publique française, elle disait très clairement qu'il y avait une forte probabilité qu'il y ait février et le retrait de 600 soldats français de Barkhane. Et que cela devrait être, je pense que cela devrait être confirmé à N'Djamena, même au Tchad. C'est ce qui avait été dit par Florence Parly en son temps. Mais elle a dit la décision revient au chef suprême des armées, qui est le président. Donc, ça veut dire que il y avait... Et puis n'oublions pas, décembre, entre quoi, fin décembre, c'est le 28 au 2, il y a eu encore des militaires français qui étaient tombés, Manika et autres. Donc, du coup, il y avait cette forte pression-là. Et puis n'oublions pas qu'il y a la France insoumise qui demandait même un calendrier de retrait, notamment des forces françaises, avec un Lachaud député qui lui faisait de ce débat-là l'une de ces questions qui étaient d'importance capitale. Donc, il y avait une pression. Et puis, il y avait les résultats, forcément, qui ne suivaient pas. Et derrière, pour ne pas rappeler les propos de Bernard Bougouma, il y a comme un genre d'ingratitude senti par la France, notamment venu de ceux qui sont l'objet de l'aide. Et ça, ce n'est pas les chefs d'État, mais c'est les organisations de la société civile, c'est les citoyens qui, à un moment donné, se disent... Si vous êtes là pour nous sauver et qu'on se rend compte que la gangrène continue, arrêtons. Soyons dignes au moins dans notre mort, mais soyons dignes dans notre souffrance. C'était un peu le discours qui était tenu. Donc, c'est dans ce contexte-là aussi que je pense que la France, qui n'a jamais forcément voulu partir, qui ne veut pas forcément enlever ses troupes, était obligée d'ajuster son discours. Pour moi, c'était un ajustement de discours à un moment donné et à une période donnée. Aujourd'hui, on est dans la réelle politique, où c'est le jeu des intérêts qui parle, où il y a un certain nombre d'éléments qui doivent parler. C'est la présence des soldats français, c'est 5100 avec les 600 qu'ils avaient emmenés. Ils avaient parlé d'un retrait de 600. Je pense que peut-être ceux qui ne passeront pas, c'est nous rajouter des soldats. Mais ils ont dit clairement qu'il y aura des opérations plus accrues.
Ça, pour moi, c'est pas forcément une grosse surprise. Mais est-ce que c'est mauvais? Parce que moi, j'ai lu beaucoup de réactions de puristes militaires, parce que nous n'en sommes pas. Ça aussi, c'est une réalité. Qui se demandent, c'est vrai qu'on demande à corps et à cri le retrait peut-être des forces françaises, mais est-ce que le contexte aujourd'hui se prête à cela? Est-ce que ce n'est pas une force en plus? Ce n'est pas un bonus? Et au regard qu'on a, c'est que c'est un bonus. Et qu'elle vient porter main forte à une réponse sécuritaire qui est très faible au niveau de nos États. Où c'est vrai qu'on fait les rencontres, on parle de coordonner l'action, mais à la vérité, le chef coordonnateur, c'est la France. Avec les moyens qu'ils ont, avec les hommes formés qu'ils ont, ça ne nous plaît pas, mais c'est la vérité. Mais ça fait mal parce que on a eu la plupart de nos États, on a eu à travailler, à former des armées qui ne devraient que s'élever que lorsque le président, on risque de l'enlever, bien on risque de lui faire quelque chose. C'est contre les coups d'État, ou bien pour venir un peu piquer un opposant qui nous fatigue là. Mais si c'est ça, on n'a pas besoin d'être si bon. Et à un moment donné, l'art de la guerre, ça se pratique. Et puis, non seulement ça, c'est de la formation, il faut aller ailleurs, il faut revenir, Voilà. Maintenant, quand les missions même, les missions premières, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre du capital, et pour le premier chef, ce n'est pas d'avoir une armée forte, mais c'est de pouvoir se bunkériser. À un moment donné, quand vous avez à faire face à de vraies menaces, vous êtes face à une obligation de restructuration. Vous êtes face à une obligation de captation de sous et de se donner les capacités et les moyens en armes, donc en investissement. Et c'est la réalité qui est transversale à la plupart de nos pays africains aujourd'hui. D'accord. Alors, selon certains analystes politiques, au regard des intérêts géostratégiques, un retrait de la France en ce moment serait vu plutôt comme une défaite historique. Est-ce que c'est aussi votre lecture, Bella Boukma? Historique, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce mot historique? Ce n'est pas forcément une position que moi je partage par rapport à cette situation. Mais je dis, nous, notre responsabilité, elle est très grande. C'est cela. Elle est très grande et on ne s'y était pas sérieusement préparé. C'est vrai qu'on a envoyé par moments quelques officiers aller se former dans des questions de lutte contre le terrorisme, mais c'est des programmes d'ailleurs qu'on a bénéficié parfois gratuitement du fait de la coopération militaire entre les autres pays, qui reviennent et puis qui n'ont pas de terrain pour l'appliquer. Donc on n'a pas anticipé. Le Mali, ça a commencé à taper, Boko Haram, Niger, mais nous étions là, on dit oui, contrairement à ce qu'on pense, le Burkina est préparé. Contrairement à ce qu'on pense, le Burkina est préparé, il y a le RSP, il y a ceci. Les autres États ont des forces spéciales, mais continuent d'être frappés. Le Tchad a des forces spéciales. Chaque État a des forces spéciales. Nous, on avait le RSP, on se gargarisait que c'était une force spéciale, mais qui n'était pas la seule force spéciale d'ailleurs au Burkina. Mais après, on n'a pas pu être résilient et tout. C'est vrai que ça jouait. Donc, si nous ne sommes pas préparés, ce n'est pas de compter sur les uns et les autres. C'est pas ça qui va. Mais si vous n'avez pas compté sur vous, à un moment donné, vous êtes obligé de vous appuyer sur les autres pour vous refaire. Je pense que nous sommes dans cette posture. On ne va pas ressasser le passé. Accuser la France, accuser nos anciens présidents, accuser, oui. Après toutes ces accusations, on fait quoi? On va continuer de ressasser le passé. Il faut être pragmatique. On va continuer d'accuser les anciens dirigeants. Oui, mais est-ce que ça règle le problème? Oui, il y a une plaie qu'il faut soigner. La cause de la plaie, elle est connue, mais on ne va pas toujours attraper la plaie. Ah oui, la plaie a été due à ceci. Non. En attendant, il y a une plaie qu'il faut soigner. Faire en sorte également qu'on ne soit plus blessé. Je pense que nous sommes beaucoup plus dans cette étape-là, de mon point de vue. Donc, nous sommes arrivés à une situation où ça va, je dis bien, ça va aguerrir nos armées, ça va renforcer nos armées dans le renseignement, dans le combat, dans la vigilance et même nos populations. Ça crée déjà une réorganisation de l'ordre social établi et ça c'est beaucoup plus important. Et ça, si ce sont ces retombées, je peux les qualifier d'historiques que nous allons engager. Mais il nous faut une prise de conscience. Sinon, après la crise terroriste, je me dis c'est des choses qui vont finir. Qu'est-ce qui va venir? On va faire quoi encore? Donc, on anticipe. Parce que après, avec l'évolution des peuples dans l'histoire, il y a toujours eu des crises. Et comment on anticipe?
en 5, 10, 15, 20 ans? Ça, c'est la grosse interrogation. Alors, juge, on connaît la position de certaines organisations de la société civile dans la sous-région par rapport à cette présence militaire française. Avec ce qu'on a comme conclusion au niveau du Tchad, est-ce qu'on ne peut pas craindre une montée en puissance de ce sentiment anti-français, notamment anti-présence militaire française? Bon, c'est vrai, ça c'est pas un sentiment qui peut disparaître, parce que même quand vous regardez, pendant que les autorités maliennes se félicitent du prolongement de la présence militaire française, le sentiment continue de rester mitigé, notamment chez les populations, maliennes, et cela est transversal dans la plupart des pays aujourd'hui. Le problème n'est pas, en fait, c'est peut-être pour moi l'incompréhension peut-être du message qui pose problème. Tout le monde convient à un moment donné que ça ne va pas et que notre offre seule ne suffit pas, parce que on traîne l'État. Peut-être que Bernard dit que on ne va pas ressasser le passé, mais c'est comme ça qu'on fait les diagnostics pour y répondre. Il faut courageusement dire que la plupart de nos présidents à un moment donné n'ont pas réellement pensé leurs armées. Ça, c'est une vérité. Maintenant, quand vous savez ça, vous commencez à comprendre les choix aussi qui sont nouveaux que vous devez faire. Ne pas placer les camps comme on les positionnait avant pour empêcher qu'on vienne vous toucher. Mais il y a des populations qui doivent plutôt être sécurisées. C'est ça la réalité. Tant qu'on n'a pas diagnostiqué, et puis on ne s'est pas dit certaines vérités, on ne peut pas passer à autre chose. On peut passer à d'autres offres qui soient plus intéressantes. Mais pour revenir au problème que vous posiez, ce sentiment va continuer. Parce qu'il y a la question de la présence militaire, qui forcément n'est pas une fierté pour un État indépendant, et donc pour ses fils, mais dont il faut s'accommoder, parce que à la réalité, vous n'avez pas été capable de donner une offre domestique qui soit à la hauteur. Maintenant, il y a le fait du caractère incommodant de cette présence, mais il y a la réalité de ce qu'il vous apporte, ou de ce qu'elle vous apporte, parlant de cette force-là. Et quand vous regardez les récriminations qui sont nombreuses à l'endroit, par exemple, des forces Barkhane, vous prenez le cas malien où c'est beaucoup plus patent. Vous allez lire, je vais lire par exemple une petite réaction qui pour moi, voilà, qui un sentiment qui est des plus partagés et même qui est rappelé sur un média français comme RFI qui n'aime pas beaucoup. Oui, la force Barkhane est utile, mais elle doit aller plus loin pour aider le Mali à recouvrer sa souveraineté sur tout le territoire national. Et pour certains, le problème n'est pas de venir aider, mais c'est quelquefois on a l'impression que vous partez éteindre le feu, alors que pour nous, l'incendie, le foyer là, il est ici. Vous partez éteindre un autre feu à côté là, parce que peut-être c'est là-bas aussi que se trouve votre intérêt. Ou bien, et on a vu beaucoup de rapports qui ont été faits sur, c'est-à-dire même dans l'intervention, beaucoup d'informations qui ne sont pas partagées, avec de véritables difficultés de collaboration en termes de renseignements, alors qu'ils sont là avec vous et pour vous. Donc à un moment donné, il y a ce sentiment-là qui revient et qui n'est pas forcément, pour moi intéressant. C'est-à-dire, il y a le fait que vous n'ayez pas le choix d'avoir une aide, mais au moins, comme pour rappeler et faire un parallèle qui est intéressant, vous rappelez en son temps, quand on venait offrir comment on venait faire des dons à Yalgado, il y en a qui venaient, l'essentiel, le monsieur il fait venir 10 médias. Il fait venir 10 médias pour la couverture médiatique. Il a payé quoi? Peut-être 2 millions, ou bien peut-être 3 millions même. Quand vous voyez tous les médias qui sont là, il vient donner un truc de 500 000 francs, mais 600 000 francs. Et vous verrez, c'est des objets vétustes dont peut-être l'hôpital n'aura pas forcément besoin. À un moment donné, il y a un directeur qui est venu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit maintenant, nous on fait la liste de nos besoins. Et puis si vous voulez venir aider, ça sera dans le canevas des besoins que nous avons. C'est un parallèle que je fais. Hein. Et regardez, les dons et autres farfelus, on n'en voit plus. Et ça dit que lorsque vous êtes invité pour venir couvrir un don ou quoi que ce soit dans cet hôpital, vous vous rendez compte que c'est une valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la quantité, on est dans la qualité. J'ai fait un parallèle pour faire comprendre quoi. C'est-à-dire que celui qui a besoin d'être aidé, il veut au moins que ce soit dans... comment dire cela, dans les canevas qui sont peut-être les priorités qui sont les siennes. Et quelquefois, c'est peut-être ce sentiment que les uns et les autres n'ont pas. Ou lorsqu'on se dit qu'une armée veut avancer, c'est même celui qui est venu vous aider qui vous dit top,
et respectons ceci, cela, parce que ici il y a ceci, il y a cela. Donc quelquefois c'est un peu ça qui construit ce sentiment là autour de ces forces qui sont présentes. Je sais que même en France, si l'histoire rappelle un certain nombre d'éléments, vous comprendrez que toute autre tenue sur votre sol est toujours mal vécue. Et ça, c'est un sentiment qui est naturel. Maintenant, c'est les résultats, c'est la collaboration, ce sont ces types d'éléments-là qui permettent de rendre le sentiment moins vivace et moins fort. Mais sinon, il continuera toujours forcément d'exister. Maintenant, quand on est trop fier aussi, on se trouve les moyens de pouvoir répondre soi-même aux problèmes qui sont les nôtres. D'accord. Bernard Boukma, un mot par rapport justement à ce sentiment anti-français qui certainement va aller grandissant avec ce qu'on a eu au sommet de N'Djamena. Je fais partie de ceux qui ne partagent pas l'expression sentiment anti-français. Bon, sentiment anti-présence française. Non, c'est même pas la présence française, c'est le comportement et comment on appelle ça, c'est le comportement, la conséquence du comportement de cette présence-là. Vous êtes là, mais vous êtes là pourquoi? Donc ce n'est pas votre présence qui dérange, c'est ce pourquoi vous êtes là. Votre comportement qui n'est pas en adéquation avec pourquoi vous êtes là. D'accord. Vous êtes là pour telle mission, mais vous ne faites pas exactement cette mission. Donc selon vous, ces présences n'ont pas un agenda clair. Et c'est ça, c'est ce qui avait été donné de voir. C'est ça. Et ça, je l'avais rappelé. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. L'un des chefs d'état-major des armées du Burkina, le colonel Louis Joanny Amego à la retraite, l'avait dit dans une interview que j'ai répétée ici à profusion. Quand le Burkina devait remettre ses aéronefs, ses avions de combat sous pied, il a dit non. L'armée, la France, l'attaché militaire français qui a l'ambassade d'État, il dit non. Il a dit à notre officier d'arrêter. Il lui a dit nous allons le faire. Il lui a dit si vous le faites, nous n'allons plus réparer ceci ou cela. Il dit c'est pas son problème, il a claqué la porte. 2 jours après, c'est le président Blaise Compaoré lui-même qui a dit de ne pas faire. Est-ce que ça c'est un sentiment anti-français? C'est le comportement de quelqu'un qu'on dénonce. C'est le comportement d'une puissance qu'on dénonce. Il y a des Burkinabés qui sont mariés à des Burkinabés. À des Français. Qui sont mariés à des Françaises. Et des Françaises qui sont mariées à des Burkinabés et vice-versa. Il y en a plein. Donc ce n'est pas ça. Il y a des Burkinabés qui font affaire en France et ça marche. Qui font carrière en France et ça marche et vice-versa. Donc ce n'est pas que quand on voit un Français, on est fâché. Non, ce n'est pas ça. C'est le comportement de certains qui laissent penser à autre chose lié à leur présence sur le territoire burkinabé. Et c'est ça qui crée de la suspicion, qui développe de la méfiance et qui installe une crise de confiance. Ce n'est ni plus ni moins que ça. Mais maintenant, prendre ça comme un sentiment anti-français, c'est un abus. Et c'est détourner le débat et en même temps détourner l'attention de l'opinion, qui est que l'opinion demande à avoir clair sur ces opérations et ceci et cela. Et donc, ce n'est pas exact juste de dire qu'il y a un sentiment anti-français dans cette zone, il y a ceci, il y a cela. Non. Mais pendant la crise ivoirienne, on a entendu à chacun son blanc, à chacun son français. Est-ce que c'était un sentiment anti-français? C'est leur comportement qui était décrié. Mais on a vu après. Mais ici, depuis quand, lors d'une manifestation à Ouagadougou, on a dit d'attraper un Français et puis le gifler? À Bamako, on n'a pas vu. Au Niger, moi, je n'ai pas vu. Mais ce qui était dénoncé, c'est que font les militaires français ici. C'était des questions qui étaient posées. Et même les chefs d'État étaient arrivés à se poser cette question. Des ministres de ces pays concernés étaient arrivés à se poser cette question. Donc, comment voulez-vous que le citoyen lambda aussi ne se pose pas ces questions? Et qui ont l'habitude de se parler lors des réunions et de solliciter parfois des services. Mais quand eux-mêmes ils arrivent à douter de la sincérité de la collaboration, eh bien nous autres, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Mais ce n'est pas que nous sommes contre les Français, ce n'est pas d'être anti-français, c'est de se poser des questions pertinentes. Et je pense aussi que le sommet de Pau a permis également de clarifier un certain nombre de choses. Mais avant d'y aller, même le président Roch-Marc Christian Kaboré l'a dit. Nous l'avons appris à la télé. Et c'est pas correct, c'est pas comme ça, c'est pas courtois. Cette invitation pour le sommet de Pau. Oui, ça a été dit de façon diplomatique. Mais après, Macron a envoyé son homme de main pour rencontrer chaque chef de l'État pour arrondir les angles. En coulisses, il fallait arrondir les angles. Maintenant, à Pau, ça a permis que
La France dit qu'elle n'est pas d'accord, il faut tenir vos populations, ceci. Mais ça permet aussi au chef de l'État aussi de pouvoir dire un certain nombre de choses. Même si ça a été dit à demi-mot, Macron comprend qu'on demande à voir clair. Je dis bien par rapport à l'attaque, comme on appelle ça, au niveau du Burkina, le bimension de l'événement est clair. C'est clair là-dessus. Ils n'ont pas tapé, ils sont venus. Ils disent appui, oui, ils ont participé, mais ils ont verrouillé la cible, mais ils n'ont pas tiré. Le tireur dit qu'il n'a pas reçu l'ordre de tirer. On lui a dit qu'il a le feu vert. Mais ce n'est pas un ordre, c'est si avoir le feu vert, ça veut dire qu'il peut tirer, tout comme il peut ne pas tirer. Mais vous venez faire quoi sur le théâtre de l'opération? Alors que vous avez verrouillé même la cible. C'était ces questions-là qui étaient posées essentiellement. Pourquoi alors? Et pourquoi dans certains pays, on dit, bon, tel jour, avant l'attaque, il y a eu des aéronefs qui ont survolé la zone et tac, il y a eu attaque d'un camp militaire, d'une enceinte militaire, d'une base militaire, des troupes au sol pour une opération. Non, attendez. Donc ces questions pertinentes étaient posées pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mais ce n'est pas être anti-français. Et ça, j'ai dit non. C'est détourner le débat, c'est détourner l'opinion et ça participe, je dis bien, d'une manipulation politique, d'une manipulation de la communication pour détourner l'attention. C'est que les jeunes Africains voulaient voir, c'est clairement qu'est-ce que la France fait, qu'est-ce que les militaires français font. Où ils sont là pour l'appui, où ils ne sont pas là. C'était ce qui était demandé par les jeunes Africains. Et ça, je l'ai entendu. Mais je n'avais pas dit, je n'ai pas entendu qu'ils étaient contre les Français. C'était beaucoup plus les agissements de l'armée française qui posaient problème à l'époque. C'est comme ça que j'ai compris les choses. D'accord. Merci, juge Bougma. Nous allons évoluer dans le débat. On va toujours parler de ce contexte sécuritaire-là, mais surtout les conséquences liées au terrorisme. Je le rappelais en début d'émission, le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR a rendu public les derniers chiffres de son rapport qui fait état de plus de 1 million de personnes déplacées internes au Burkina Faso. Et on ajoute que pour le dernier mois, on a reçu plus de 22 000 personnes comme personnes déplacées. Des statistiques qui interpellent aujourd'hui, je dirais aussi bien l'opinion nationale. Geoffroy Var, un avis là-dessus? Bon, c'est juste le constat que la menace terroriste et l'insécurité, bon, c'est un combat de tous les jours. Et puis, contrairement à ce qu'on pourrait croire en s'asseyant dans les salons fleutrés de Ouaga et puis en débattant sur les plateaux loin des tirs ou des coups, mais loin de ces zones qui sont à l'intérieur du pays, eh bien, la situation, elle est grave. La situation, elle est vraiment grave et elle continue d'être préoccupante. Je pense que c'est le message que ça donne. Hier, encore en avant-propos, je partageais aussi le problème que Médecins sans frontières soulevait dans les camps, notamment Bassalgo, dans les camps de réfugiés internes que nous avons, de déplacés internes que nous avons, avec une question d'hépatite liée à la contamination des eaux par les excréments. D'accord. Donc ça veut dire que, non, il y a que ceux qui sont déplacés internes sont dans une situation qui a une préoccupation majeure, et puis le nombre ne fait que croître. Les gens ne quittent pas chez eux parce que ça leur plaît. C'est parce que la pression devient de moins en moins supportable. Parce qu'on ne quitte pas le premier jour. La plupart des déplacés, ce n'est pas des gens chez lesquels ils sont venus, ils ont commencé à tirer sur tout le monde. Vous commencez à voir que petit à petit, votre État disparaît. Vos institutions n'ont plus droit de citer qu'il y a. Et il y a d'autres forces, il y a d'autres éléments qui ont pied sur rue, c'est eux qui font la loi, c'est eux qui dictent la loi. Vous savez que petit à petit, vous n'êtes plus au Burkina. Vous réfléchissez. Soit le nouveau modèle vous convient, vous restez, ou bien vous savez que c'est aléatoire, il faut vous chercher. Ou bien vous apprenez que dans 2, 3, 4 villages voisins, donc c'est même pas loin, ils sont déjà là-bas. Il y en a qui viennent vous trouver là. Est-ce que vous allez attendre que le malheur vienne? Vous prenez votre baluchon et puis vous cherchez. C'est la réalité, c'est le quotidien aussi de beaucoup de Burkinabés aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc, pour revenir sur, par exemple, le sommet dont nous parlons, c'est là où ça devient impérieux, l'offre domestique que nous avons. Et puis la façon dont nous arrivons à coordonner les choses pour pouvoir nous en sortir. Quand vous regardez le sommet, pourquoi est-ce qu'il a été ouvert à la CEDEAO avec la présence, par exemple, de son président en exercice, Nana Akufo-Addo? Pourquoi est-ce que c'était le Soudan, le vice-président du Soudan y était? Ah, mais la vérité, c'est que la menace devient plus forte. Et ils sont très organisés.
Et quand vous regardez, petit à petit, j'ai dit encore, ils sont en train de chercher une façade maritime. Quand vous regardez même comment est-ce qu'ils ont évolué dans le Burkina, vous voyez, même si vous n'êtes pas un puriste du domaine de la guerre, vous voyez qu'il y a comme un encerclement de Ouagadougou, il y a un tronçon qu'ils veulent bien, il y a un axe sur lequel ils sont en train de travailler. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret aujourd'hui de dire que même les pays côtiers, ils sont fortement inquiétés. C'est vrai qu'on a entendu un ministre ou une autorité ivoirienne dire que tout est déjà balisé, toute attaque, tout est sous contrôle. Non, mais ça, ceux qui ont dit ça avant, ils ont compris après. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, ils sont en train de s'organiser. C'est des réseaux. C'est pour ça, quelquefois aussi, moi, quand j'entends des propos, c'est bien de dire les choses comme ça. Mais après, on se dit, est-ce que, ça donne la réalité? On va décapiter. Mais c'est une nébuleuse. Vous coupez, il y a une tête qui pousse. Des fois, il y a 3 têtes qui poussent à la place. Et les Katiba, les mouvements que nous avons, qui ont bien sur lui ici, se font même la compétition entre elles, pas en s'attaquant, mais dans l'occupation du territoire. Chacun essaie d'être plus performant dans la conquête du territoire. Donc c'est à ça qu'on est en train de faire face aujourd'hui. Donc quelquefois il y a des petites tergiversations dans lesquelles nous sommes, et puis quelquefois on est très loin de cette réalité. Mais ce qui nous rappelle que c'est grave, c'est ces chiffres-là. 200 000 en un mois, mettez 200 000 personnes dans un stade, vous allez commencer à comprendre ce que ça veut dire. Ça représente. En fait, quelquefois, c'est le chiffre qu'on prend comme ça. Mais quand on fait les petites mobilisations, on est fier de donner des chiffres. Mais c'est ça, là, le chiffre, le nombre de déplacés qu'on a, on compte mensuellement, journalièrement et de façon cyclique. Donc, ça doit nous interpeller. Alors, Juge Bougouma, quand on regarde un peu sur le terrain, aujourd'hui, beaucoup se félicitent du travail qui est en train d'être fait et aussi de l'offre domestique qui a été apportée avec les VDP qui portent aujourd'hui des résultats. Mais à contrario, on a comme l'impression que la crise humanitaire prend de l'ampleur. Est-ce qu'à ce niveau-là, on ne doit pas penser aussi à des solutions? Geoffroy l'a dit. D'abord, compter sur nous-mêmes et peut-être tendre la main vers l'extérieur. Au niveau du sommet, ça a même été dit. Donc, il faut trouver la perspective pour que l'État soit restauré dans les zones où l'État est moins restauré ou n'existe pratiquement pas, faire en sorte qu'il y ait un retour des personnes déplacées internes et faire en sorte que le développement et le fruit de la croissance puissent être bénéfiques pour toutes les filles et les fils de la nation. Donc ça, c'est un travail également à faire. Au Burkina, on avait pris les devants déjà à travers le programme spécial d'urgence pour le Sahel, qui était déjà une très bonne initiative, qui a été la conséquence de la sortie de terrain du ministre de la Sécurité en son temps, Simon Compaoré, et qui est venu faire cette proposition, c'est passé, et puis qui avait commencé à être appliqué. Donc certains projets de ce programme-là visaient effectivement à enclencher un bond de développement au niveau du Sahel à travers la mise en place d'infrastructures socio-sanitaires, des infrastructures routières, socio-éducatives et j'en oublie. Alors c'est vrai que par rapport à la mobilisation de ressources, par rapport à l'exécution des travaux sur le terrain, il y a eu de la difficulté. Ailleurs, ça n'a pas pu démarrer compte tenu de la difficulté, compte tenu des réalités du terrain. On a vu la route Kongoussi-Guibo avec tout ce qu'il y a eu comme difficulté. Donc la réalité du terrain a rattrapé certains pans du programme. Parce que ça a sonné comme une prise de conscience de tous les Burkinabés, qu'à un moment donné, on avait oublié d'autres localités. Ou quand on vous affectait là-bas, c'était comme si on vous affectait en enfer. C'est comme si ce n'était pas le Burkina. Une affectation sanction. On va t'affecter à Douri, on va t'envoyer à Guibo, tu vas comprendre. On va t'envoyer à Sissi, on va t'envoyer à... Comme si ceux qui y étaient n'étaient pas des Burkinabés. Donc on n'a pas su faire effectivement attention. Alors que les autres pays, c'est pourquoi j'ai dit nous n'avons pas bien regardé. Les autres pays, quand on vous envoie dans les climats rudes, sur le plan de traitement, vous n'avez pas le même traitement de salaire et les mêmes avantages pour le même corps de métier, le même grade et la même fonction. Vous n'avez pas les mêmes avantages compte tenu de la rudesse du climat. Aux États-Unis, ceux qui vont dans les zones désertiques ou ceux qui sont affectés dans les zones où le climat est très rude, où le froid est intense, vous n'êtes pas payé de la même façon.
Donc on n'a pas su créer de l'émulation à ce niveau. Mieux, on n'a pas su utiliser cette force de l'environnement. C'est une force, contrairement à ce qu'on pense. Parce qu'il suffit d'un peu de génie pour faire pousser de l'herbe là-bas. Sankara avait dit qu'il allait revertir chaque mètre carré du désert. Oui. Sankara l'avait dit. C'était un défi énorme. Ailleurs, ils ont reverti le désert. Et nous partons prendre ces pays en exemple, on revient ici et on n'a pas réfléchi à cela. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a oublié ce point sur le plan du développement. Et ceux qui viennent nous disent, écoutez, vous n'êtes pas des Burkinabés. Ils ne vous connaissent pas. La preuve, vous avez quoi? Vous n'avez même pas une bonne route, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela. Et ça, c'est vrai, ils n'en ont pas. Ils se sont intéressés à vous quand il y a eu l'or. Et puis quand ils prennent, c'est pour aller construire à Ouagadougou. Et c'est vrai. Et donc, il y a ce discours-là à un moment donné qui a été, cette faiblesse qui a été exploitée par les uns et les autres. Donc, la lutte contre la pauvreté, la lutte pour le développement de cette zone-là également doit être de mise. Mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est le rétablissement total de l'État dans toutes ses dimensions. C'est le retour des personnes déplacées internes. Et également, pour que ces messieurs-là puissent, et un appui psychologique bien sûr, pour que ces messieurs et ces dames-là puissent rebondir. Et donc, l'action des VDP y a été pour quelque chose, mais il ne faut pas qu'on oublie les pans de développement. C'est pourquoi j'ai dit, il nous faut apprendre de nos erreurs. Ressasser le passé, je suis tout à fait d'accord, mais ce n'est pas ça qui va nous sauver. Après, à partir des erreurs que nous avons commises, comment est-ce qu'on rebondit pour construire le futur? Ça, c'est très important. Et c'est nous-mêmes qui allons le faire à travers les erreurs que nous avons vues. La crise coronavirus est venue rappeler à l'humanité que chacun doit compter sur lui. Et chacun doit compter d'abord sur lui. On a vu l'Italie pleurer aux portes de la France et de l'Allemagne en vain. On a vu les États-Unis détourner les cache-nez français. Ce n'est pas une affaire de sentiment. Et donc, si nous comptons toujours sur l'extérieur, ça va être une erreur monumentale. Et d'ailleurs, une erreur historique. Personne ne fera notre bonheur à notre place. Personne ne nous construira à notre place. Donc, apprendre de nos erreurs et avancer. Donc, maintenant, par rapport à ces questions, et même le sommet l'a évoqué. Faire en sorte que les uns et les autres le tournent. Mais en même temps, c'est pourquoi quand j'ai dit la France, mais Kidal, les militaires français sont entrés à Kidal après le sommet de Pau. Vrai ou faux? Mais parce qu'ils n'arrivaient pas à y aller. Kidal était en train d'être prise et puis c'est fini. Le premier ministre Moussa Mara a tenté d'aller à Kidal, on sait ce qui s'est passé. Jusqu'à ce que lors de la rencontre des forces de cette zone-là, on salue la délégation de Bamako. La suite, on la connaît. Mais la réalité aussi, elle est là, implacable. Et c'est après que les forces maliennes sont entrées à Kidal, combien d'années après? Dans quelle honte? L'accueil entre les jambes. Il y a quel honneur d'ailleurs dans ça? D'accord. Donc il nous faut nous réorganiser, il ne faut pas compter sur l'extérieur. Parce que que ce soit, quel que soit le pays qui est là, il n'est pas là également pour nos beaux yeux. Il a de l'intérêt quelque part. Et c'est ce qui le maintient. Alors, c'est à travers cette interpellation que nous allons mettre un point final à cette convocation. Le temps qui nous était imparti est arrivé à son terme. Merci, messieurs les juges. Alors, on se donne rendez-vous demain pour une autre convocation. Excellente journée à vous, chers téléspectateurs et auditeurs de Truth TV Watt FM. À demain pour une autre convocation.